on va avoir en place un refus de traitement de ces demandes. Nous avons également annoncé une réduction de la durée maximale de nouveaux permis de travail. Nous allons réduire la cible des permis d'études délivrés de 10 en 2025 par rapport à 2024. J'étais très clair. Le programme de travailleurs étrangers temporaires a toujours été et sera toujours utilisé comme un dernier recours, une mesure de dernier recours pour combler les postes vacants. Il ne s'agit pas d'un outil pour les travailleurs de remplacer les employeurs de remplacer les travailleurs canadiens ou supprimer leur salaire. Pour préciser en français, le premier ministre a indiqué en août, et les changements vont prendre effet le 26 septembre, que le pourcentage des effectifs qu'une entreprise peut avoir de travailleurs étrangers temporaires a diminué de 20% à 10%. Et dans les régions de recensement métropolitaine où le taux de chômage est plus que 6%, moi, je vais mettre en place, on va avoir en place un refus de traitement de ces demandes. Je confirme aujourd'hui que ce changement s'appliquera également au Québec, au programme de traitement simplifié, qui n'a actuellement pas de plafond. Nous avons également annoncé une réduction de la durée maximale de nouveaux permis de travail pour la catégorie de bas salaire, qui passerait de 2 années à 1 an. Cette mesure exclura les employeurs du secteur agricole primaire et inclura les permis de travail relevant au traitement simplifié au Québec. Enfin, je confirme également que la liste des régions métropolitaines de recensement soumises au processus de refus sera mise à jour tous les trimestres à l'aide des données les plus récentes sur le marché du travail afin de garantir qu'elles répondent aux besoins du Canada et qu'elles tiennent compte des taux de chômage régionaux. Tout d'abord, nous allons réduire la cible des permis d'études délivrés de 10 en 2025 par rapport à 2024 et nous maintiendrons ce niveau pour 2026. Cela signifie que nous visons à délivrer jusqu'à 437 000 permis d'études en 2025 et 2026, ce qui représenterait une baisse d'environ 36 par rapport à 2023. Deuxièmement, nous allons exempter moins d'étudiants du plafond. Ça veut dire que les gens qui n'étaient pas partis du plafond qu'on avait annoncé en janvier, c'est-à-dire les gens qui étudient à la maîtrise ou au doctorat, vont être pris en ligne de compte dans ce calcul. For those of you, certains étudiants étrangers sont mieux préparés pour s'intégrer et évidemment réussir au Canada, en particulier les étudiants qui sont titulaires de diplômes d'études supérieures. Ceci répond bien aux besoins du marché du travail canadien. C'est pourquoi nous réservons environ 12 du plafond à ces étudiants et alignerons le programme de permis de travail de post-diplôme sur nos priorités économiques. Ça, c'est la troisième mesure. À partir du 1er novembre, nous instaurerons de nouvelles exigences en matière de capacité de compétences linguistiques pour les demandeurs de permis de travail post-diplôme alignés sur les exigences du volet de résidence permanente. Les diplômés des programmes des collèges publics, par contre, pourront obtenir un permis de travail pour une durée maximale de 3 ans seulement si leur domaine d'études est lié à des pénuries sur le marché du travail au Canada. Ces changements feront en sorte que les diplômés disposent de compétences et des occasions de travail nécessaires pour s'intégrer avec succès dans le marché du travail canadien et éventuellement faire la transition peut-être vers la résidence permanente. Finalement, en conclusion, comme vous le savez, au cours des dernières années, le contexte en immigration a changé. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui tentent et qui menacent d'exploiter, qui exploitent nos programmes d'immigration. À cette fin, j'ai demandé, il y a plusieurs mois, à mon sous-ministre d'examiner la façon dont les gens, les visas, qui donnent des visas, prennent des décisions dans ce nouveau contexte, y compris les outils, la formation, l'analyse et les procédures utilisées pour approuver les visas de résidents temporaires. En juin de cette année, après avoir discuté avec mes collègues des provinces, après nos discussions internes, j'ai demandé à mon département de scruter à la loupe cette prise de décision face au volume qui n'est pas soutenable de gens qui désirent venir au Canada. Sachez que arriver au Canada, vouloir venir au Canada est peut-être un rêve, mais c'est un privilège et non un droit. Bonjour à vous deux, M. Miller. Ma question était plus pour vous. Vous en avez parlé au début de ce working group sur les demandeurs d'asile. J'aimerais ça démêler quelques affaires parce que vous aviez dit qu'il y avait des faits erronés. Qu'est-ce qui est sur la table exactement? Est-ce que c'est effectivement d'en répartir au prorata de chaque province? Je comprends peut-être les chiffres sont pas les bons, mais est-ce que le concept est le bon? Et on entend beaucoup les provinces qui en ont pas envie. Est-ce qu'il y en a des provinces qui sont ouvertes à le faire? En ce moment, là? Je dirais qu'il y a des provinces qui sont intéressées au concept. Il y en a qui veulent rien savoir pour des raisons, comme j'ai dit très clairement en anglais, pour des raisons partisanes puis malheureuses.
ce qu'on a... Puis j'ai quasiment le goût de vous couler l'information, ou de vous le donner carrément, parce que c'est facile. C'était des propositions, on leur a dit, puis ils savaient, voici de quoi aurait l'air la situation des demandeurs d'asile si ces gens-là étaient répartis de façon par population des provinces respectives. C'est très banal comme mathématique. Certains premiers ministres qui sont partis avec ça pour dire que Justin Trudeau allait tout imposer sur eux, puis on voulait pas de ça, puis on n'a pas de demandeurs d'asile, etc. C'est trois nonos conservateurs, le premier ministre Houston, le premier ministre Higgs, puis le premier ministre Smith, qui sont emportés. Ils ont peut-être regardé les élections américaines, puis ils sont inspirés. La réalité est tout autre. Ce qu'on a proposé, c'était voici la réalité, voici ce à quoi l'Ontario fait face, voici ce à quoi le Québec fait face, de façon consentante. S'il y avait une province, puis des demandeurs d'asile consentants qui voulaient travailler dans une juridiction, ils ont besoin de ces gens-là avec une certaine spécialité, voici où on pourrait les placer, voici où on pourrait les loger. Et ça aurait l'air d'une répartition consentante où le gouvernement fédéral jouait un rôle de collaboration. Pour l'instant, puis ça commence à diminuer, mais la plupart de ces gens-là arrivent à l'aéroport Pearson ou Trudeau. De là, dépendant du type de personne, ils se dirigent plus souvent que non vers Toronto ou à Montréal. On ne va pas les forcer à faire quoi que ce soit. Alors, on ne peut pas les forcer, je dis très clairement qu'on ne va pas les traiter comme du bétail, mais de façon consentante. S'il y avait des gens qui arrivent et disent, on est demandeurs d'asile, on a besoin d'une province qui va nous épauler, qui va nous appuyer, qui va nous donner une job, un logement. Est-ce qu'il y en a une qui dit oui? Alors là, c'est là où on demande des provinces de lever leurs mains. On a des discussions qui sont en cours, alors je veux pas trahir cette confidentialité, mais voilà, avec la sortie de ces trois premiers ministres, ça va être plus difficile parce que ça va devenir un enjeu encore politique, puis du capital politique qui se fait sur le dos des demandeurs d'asile. Alors, c'était jamais une question de forcer les demandeurs d'asile à coups de milliers sur une province en particulier. C'est de la foutaise pour des raisons électoralistes dans ces trois cas. Mais en même temps, j'essaie de comprendre, OK, vous voulez pas les forcer, mais vous avez aussi dit que si personne veut rien savoir, il y a des leviers. C'est quoi ces leviers-là? Ça sonne un peu comme les forcer. S'il y a des leviers. Pas les forcer, c'est leviers. L'immigration, c'est un choix. C'est un choix très important pour une province. Ils viennent à chaque fois que je les rencontre, ils viennent me voir pour davantage de pouvoir dans leur système, leur programme de nomination provinciale. Le programme de nomination provinciale, c'est un système en vertu duquel il y a 100 000 résidents permanents qui sont répartis aux provinces, puis ont le choix de faire ce qu'ils veulent avec. Ils viennent me voir à chaque année pour davantage de ces places-là. Alors, je me demande, s'ils refusent d'assumer leurs responsabilités, est-ce qu'ils auront droit à l'avenir à ces places-là? Il va falloir en discuter. Il va falloir discuter des privilèges et des obligations qui relèvent de leur rôle comme province. L'immigration, c'est une compétence partagée. Il faut bien assumer la compétence. Puis quand ils viennent me voir, qu'ils prennent aussi la responsabilité de ce devoir. Il y a beaucoup de provinces qui ont levé leurs mains pour accueillir les Ukrainiens. Et voilà qu'ils me disent, on n'en veut plus. Mais par contre, envoyez-moi ce type de personne, avec l'excuse que ça pourrait avoir un impact sur le système de santé. Ma dernière vérification, un demandeur d'asile en santé vis-à-vis un médecin en santé qui se présente à un hôpital a le même impact sur le système de santé. Alors, une certaine hypocrisie dans tout ça. Ça fait beaucoup de mois que le système et les entreprises, les premiers ministres réclament un resserrement des mesures d'immigration. Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps avant que vous le fassiez? De un, c'est pas... ça relève du récent passé que plusieurs premiers ministres des provinces, et puis j'ai encore des lettres à l'appui, me demandent davantage d'immigration. Comme je vous l'ai dit, j'ai des lettres des premiers ministres des provinces, j'ai les résultats des rencontres que j'ai eues avec eux dans le contexte de nos rencontres multilatérales où ils me réclament plus d'immigrants. En ce qui a trait aux demandeurs d'asile, d'un, c'est un phénomène global. Et puis le Canada n'est pas immunisé contre
le mouvement de masse des personnes déplacées. On est à des records à travers la planète. Le Canada est un pays choyé, peut-être une des premières destinations de quelqu'un qui essaie de fuir l'oppression de la guerre. Donc, il y a des circonstances géopolitiques qu'on ne contrôle pas. Parmi ceux qu'on contrôle, je pense qu'on peut être très fier de l'arrivée des Ukrainiens, des Syriens, des Afghans. Mais ça vient avec des conséquences sur l'abordabilité, sur la capacité de logement. Et c'est là où, je pense, le bas blesse, où les premiers ministres des provinces viennent nous voir pour dire, écoutez, on a des défis, on a des challenges, donnez-nous plus de responsabilités. C'est un va-et-vient. Les mesures que j'ai prises en ce qui a trait au visa mexicain était très importante, attendue. Ça a eu un effet, une diminution de 80% des demandeurs d'asile provenant du Mexique, donc ça a marché. Mais en ce qui a trait au... Il ne faut pas oublier que dans les mesures qu'on annonce au niveau fédéral, il y en a à peu près, dans le contexte, par exemple, des étudiants internationaux, des permis de travail postsecondaire qui viennent avec, c'est des bénéfices qui vont directement aux provinces, que ce soit dans les frais de scolarité ou les taxes que ces gens paient en travaillant 24 heures, 20 heures et moins. Donc, c'est des bénéfices aux provinces. Le travail de travailleurs temporaires à bas salaire, c'en est un qui est choyé par les provinces. Puis les provinces elles-mêmes, le Québec, à titre d'exemple, a triplé ce programme dans sa juridiction sous l'accord Canada-Québec. Alors, c'est beau de nous réclamer des choses, mais c'est une autre chose d'assumer leur responsabilité puis de faire leur travail dans leur champ de compétences. C'est ce qu'on nous demande, puis c'est ce qu'on demande aux provinces. Il y a plusieurs vérificateurs généraux au niveau des étudiants internationaux qui ont dit coup sur coup que l'Ontario devrait réglementer le secteur avec plus d'assiduité, puis ils l'ont pas fait. Alors, c'est un peu de mauvaise foi de virer de bord puis me dire qu'il y a des demandeurs d'asile soudainement qui apparaissent au Canada, tandis qu'ils les génèrent au sein de leurs propres institutions qui gèrent eux-mêmes. Vous voyez le record d'étudiants internationaux qui sont eux-mêmes des demandeurs d'asile. Il y a de la responsabilité. Il y a de la responsabilité au niveau du fédéral. Et puis, ce qu'on veut surtout pas faire, c'est de faire un ajustement qui cause un effet récessionniste. Et c'est la raison pour laquelle on y va de façon mesurée. Les annonces aujourd'hui sont des annonces qui sont ambitieuses. Puis, je pense pas aussi qu'il faut attendre, puis il faut s'attendre à des résultats du jour au lendemain. On essaie de freiner un très gros paquebot, puis ça prend du temps. Vous avez parlé d'éviter l'effet récessionniste, mais la croissance du pays est au ralenti. Le président de la Banque nationale dit que l'immigration est responsable. Un trop-plein d'immigration qui a arrêté trop lentement est responsable en partie de cette croissance au ralenti. L'emploi, ça va de mal en pis, surtout chez les jeunes. Est-ce que vous prenez une certaine responsabilité? Est-ce que l'immigration a une certaine responsabilité dans ce phénomène, dans la situation économique? Je pense absolument, comme ministre responsable, il faut toujours prendre la responsabilité. Responsabilité de l'état des choses, mais la responsabilité d'agir aussi. Puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Faut aussi se souvenir, puis vous pouvez même consulter les documents de la Banque nationale à l'appui. Il y a un temps où on demandait plus et plus et plus davantage de gens. Il y a d'autres économistes qui ont une autre perspective. Je ne vais pas me rentrer dans un débat en point de presse sur les perspectives de ces gens-là, que je respecte d'ailleurs. Mais c'est clair qu'il faut agir avec les circonstances qui existent aujourd'hui. Avec les mesures que nous avons déjà mises sur la table en ce qui concerne le programme de travailleurs étrangers temporaires, on va avoir une réduction d'au moins 70 000 personnes qui vont venir au Canada. Ça, c'est le minimum. Et donc, si on enlève le programme d'agriculture primaire, ça fait une réduction de 70 000 personnes sur un total de 170 000. C'est une réduction énorme et nous le faisons parce que moi, je veux que ces emplois vont aux étudiants, vont aux jeunes, vont aux aînés, vont aux nouveaux arrivants qui sont déjà installés ici. Ça, c'est très clair. L'autre élément qui est très important, et c'est très important qu'on les pousse à faire leur travail, c'est que nous versons 2,8 milliards de dollars par année aux provinces pour la formation des gens, s'y inclut les jeunes. Et s'il y a des provinces qui n'ont pas de stratégie pour former les jeunes, c'est sur eux. Ils reçoivent l'argent de nous et il faut être des partenaires en ce qui concerne la formation des jeunes. Point la ligne. La vote 170 000, c'est pour le programme des travailleurs à bas salaire, c'est ça? C'est à travers toutes les mesures qu'on vient de mentionner, oui, absolument.
Monsieur Miller, j'aimerais juste revenir sur cette question des demandeurs d'asile. Donc, vous avez parlé des 3 conservateurs qui ne veulent pas. Qu'en est-il des 5 autres qui restent? Quelle a été la réponse que vous avez reçue d'eux? Et qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous l'avez demandé? Je sais que la question a été posée, mais la réponse n'est pas super claire. J'attends, parce que la réponse est à venir, Hélène. C'est un groupe de travail qui continuait de bien œuvrer. On a des discussions avec certains premiers ministres. Il y a un certain intérêt. Il y en a un notamment qui s'en va en élection, le premier ministre Déby notamment. Alors, il va falloir attendre les résultats de cette élection. Mais il y en a d'autres qui seraient intéressés. Je ne veux pas parler en public de ça. J'ai horreur de ça. J'aimerais voir un groupe qui travaille comme du monde, puis qui consent à accepter des gens qui sont dans une situation assez difficile. Si la situation se corse davantage, évidemment, on a des leviers au fédéral, mais c'est pas une question d'aller transplanter des gens, de les déraciner d'où ils sont, puis de les mettre en masse dans une province qui n'est pas préparée. Là, ce qu'on demande, on a déjà un réseau d'hôtels à travers le Canada qui fonctionne correctement, mais c'est pas idéal, ça coûte trop cher. Les gens sont mal encadrés, et puis c'est difficile de le faire cavalier seul, gouvernement fédéral, avec parfois l'accord d'une ville. Ça prend le commitment d'une province avec toutes les ressources sur lesquelles ils ont une mainmise, la juridiction effective, soins en santé, accompagnement. On va leur compenser, bien évidemment, mais ça prend leur accord. Donc, la question, c'est, je pense qu'il y a 3 premiers ministres qui ont dit que c'était sans leur consentement. Comme je l'ai dit, c'était ridicule, puis ils ont instrumentalisé un bon groupe de travail, mais on va continuer, là, on baisse pas les bras, puis il y a toujours moyen de convaincre. Alors moi, j'ai quand même espoir, mais évidemment, vu cette sortie très opportuniste de ces 3 gens-là, le groupe de travail est beaucoup moins productif qu'il était avant. Mais qu'est-ce que vous dites alors au gouvernement Legault, je parle juste du Québec ici, là, mais qui veut avoir cette répartition? Vous nous dites, on ne peut pas les forcer, ce n'est pas du bétail, le travail continue. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi les chances que quelque chose aboutisse à ce niveau? Désolé de vous interrompre. Je pense qu'on a un devoir, peu importe le résultat de ce groupe de travail, de réduire le volume de gens qui viennent ici au Canada réclamer l'asile, surtout les gens qui viennent ici et qui n'ont pas gain de cause ou qui viennent de pays sources auxquels on accorde trop de visas, et vraiment de resserrer nos règles d'accord de visa. On a une responsabilité fédérale. Peu importe les résultats du groupe, ça peut être le plus positif possible. Si on a toujours ce volume, c'est un volume qui est insoutenable. Ce que je dirais au gouvernement Legault, je lui dirais directement, j'ai commencé, il y a un nouveau ministre, Jean-François Roberge, auquel il faut donner la chance. Je lui communiquerai directement, mais je comprends leur position, je comprends également la position dans laquelle se trouve l'Ontario.